Yo, c'est Yami Red. À l'occasion de ce 30e épisode, j'ai souhaité aborder, comme pour le 20e, un archétype qui en regroupe plusieurs autres, mais cette fois-ci avec un lore un peu plus développé. C'est pourquoi, en plus de Majestus, j'aborderai Endymion, Invoqué, Artisane Sorcière et quelques autres. D'ailleurs, il me semble que leur lore n'est pas tout à fait terminé, mais bon, avant que le 7e Master Guide, ou bien même encore un autre archétype de ce lore ne sorte, je pense qu'on peut attendre longtemps. Et effectivement Yori, c'est pourquoi même si je me sers de tout ce qui a été publié officiellement, je compléterai les nombres vides avec une vision très personnelle et théorique de ce lore. Donc si un jour de nouvelles informations viennent à sortir, je les mettrai en commentaire épinglés. Oui, enfin c'est moi qui m'occupe de ça en général. Yori, pendant que t'es là, pourquoi est-ce que Typhon n'annule pas l'effet d'invocation? Je pense qu'il est temps de commencer cette vidéo. Il y a longtemps, plusieurs magiciens se sont alliés afin de fonder l'Académie Majestus, une école destinée aux élites où toutes les connaissances magiques sont conservées dans de nombreux grimoires. Une année, 4 étudiants se démarqueront car tous sembleront pouvoir entrer en contact avec des entités divines provenant dans notre plan astral. Zoroa avec Varam, un dragon qui lui apprendra à manipuler les flammes à la perfection, Riona avec Ninaruru qui lui enseignera la création d'artefacts magiques par le verre, Endymion avec Artemis qui augmentera considérablement sa maîtrise de la magie, et Crowley avec Aiwaz qui lui fera créer un livre magique absorbant les connaissances des nombreux grimoires qu'il consultait. Un jour, afin de remercier ce dernier, le jeune magicien tentera d'invoquer l'entité dans son monde aidé des pouvoirs du livre, mais cela échouera. Alors Crowley poursuivra ses recherches au sein des nombreux grimoires jusqu'à tomber sur une page fort utile concernant les invocations interdites. Il allait donc avoir besoin de 2 autres magiciens. Fort heureusement, il n'était pas le seul à vouloir appeler une entité divine. Alors Endymion et Riona l'aideront à réaliser ce rituel. Cependant Zoroa, désirant faire de même, les interrompra au dernier moment en se plaçant au centre. De nombreuses flammes surgiront et Varam se matérialisera. Malheureusement, ce dernier fusionnera de force avec le corps de Zoroa et attaquera les 3 magiciens. Alors, pour les protéger et l'arrêter, Ninaruru confiera temporairement tous ses pouvoirs à Riona. Puis, cette dernière les utilisera afin de créer 2 artefacts qui sépareront l'esprit des 2 êtres et les enfermeront dedans. La jeune magicienne, sachant que ses nouveaux pouvoirs sont limités dans le temps, préférera confier les 2 objets magiques à Endymion et Crowley. Mais à côté de ça, les nombreuses flammes de leur affrontement avaient réveillé des lutins du brasier qui décimeront la quasi-totalité de l'académie. Alors, depuis ce jour dramatique, les 3 magiciens partiront chacun de leur côté. Les Majestus sont sortis pour la première fois en 2020 dans un pacte de la Genèse. Leur nom semble faire référence à Hermès Trismégiste, un personnage mythique de l'Antiquité ayant la paternité de plusieurs textes occultes qui serviront de référence à de nombreux alchimistes. D'ailleurs, vu qu'on a tous des objets du Millennium, on peut être considéré comme des alchimistes? Alors, je ne sais pas, mais maintenant que t'es là, si ça te dit, tu peux en profiter pour parler des archétypes dans les grandes lignes. Eh bien dans ce cas, allons-y. Bon, bien évidemment, je ne pourrais pas détailler les effets de toutes les cartes, mais on peut globalement répartir cet archétype en 2 grandes catégories. On a les monstres de l'extra deck qui vont attribuer des pouvoirs s'ils sont équipés, tandis que les monstres à effet du main deck sont tous des magiciens de niveau 4 qui peuvent s'équiper de la première catégorie de Magistus. En effet, commençons par Zoroa qui représente Zoroastre, le fondateur du zoroastrisme, une religion perse basée sur le combat entre le bien et le mal, où le feu a une importance
force majeure, si bien que Atash Beram est le nom donné à son plus haut grade. Expliquant donc la référence du monstre sans croc Varam ayant un nom presque similaire. Mais il n'est pas le seul dans cette catégorie car récemment est sorti Zoroa Calamité Enflammée semblant être visuellement l'union des deux précédents. C'est évidemment une nouvelle fois une référence au zoroastrisme dont Ahura Mazda est la divinité unique. C'est d'ailleurs le seul Magistus de l'extra deck qui fonctionne un peu comme les monstres du main deck. Et tant qu'à être l'exception, Zoroa est également le seul à ce jour à n'avoir aucun correspondant dans un autre archétype de ce lore. Il n'est donc pas impossible que ça arrive dans le futur. Ça, il faudra voir avec Konami. Car oui, vous l'aurez compris, les autres monstres font chacun référence à un ou plusieurs monstres d'autres archétypes. Et nous les retrouverons, comme moi, un petit peu plus tard dans cet épisode. Après, j'y vois tout de même une légère ressemblance avec cette carte. Oui, mais rien d'officiel. Alors, poursuivons avec Endymion pour le roi du même nom, qui est également un clin d'œil à celui de la mythologie grecque connue pour être le souverain d'Élide. Il est donc lié à la ligne Artémis, correspondant à la déesse lunaire dans cette même mythologie. Ensuite, nous retrouverons Riona, correspondant à Madame Vert, mais en version originale, son nom est littéralement celui de Cendrillon. De là à dire que ça a un rapport avec une certaine pantoufle de verre, il n'y a qu'un pas. Tout à fait. Elle est donc liée à l'Aixis Nina Roro, représentant la divinité sumérienne de la terre, Ninur Sag. Et du coup, son seul rapport avec Cendrillon, c'est que le verre est fabriqué à l'aide de sable? Sans doute. En attendant, comme pour Zoroa, l'union des deux existe avec merveilleuse sorcière garde-robe, rappelant la transformation d'une certaine personne jusqu'aux 12 coups de minuit. Et pour finir, Crowley, qui est également notre cher Aleister. Donc comme son nom l'indique, c'est une référence directe à Aleister Crowley, un célèbre occultiste et alchimiste très controversé du siècle dernier. Lui est lié à la fusion Aiwaz, le nom de la mystérieuse voix que disait entendre Aleister, dont les paroles lui ont permis d'écrire le livre de la loi, ce qui est une très belle transition pour passer à la suite. Désormais, seul Crowley se fera appeler Aleister, absorbera Aiwaz ainsi que l'artefact de verre dans son bâton, ce qui mettra automatiquement à jour son livre avec les connaissances des nombreuses lois magiques connues de l'entité divine. Réalisant les pouvoirs immenses de l'objet de Riona, il demandera à ces dernières de lui en fabriquer de nouvelles copies afin de former de nouveaux disciples. Mais avant de pouvoir enseigner, il devait absolument perfectionner son système d'invocation interdite qui avait grandement échoué par le passé. Il se servira donc de son livre et invoquera Cocyte, ce qui semblait être un réel succès. Alors, il tentera de réitérer l'expérience, mais cette fois-ci, son bâton agira étrangement, le faisant sombrer dans la folie. C'est bien que la nouvelle entité fusionnera directement avec son corps. N'ayant plus aucun contrôle, il se mettra à appeler de nouvelles divinités de plus en plus dangereuses. Afin de le sauver de ce chaos, Aiwaz usera de ses dernières forces pour faire venir Mekaba, l'entité lumineuse, qui, grâce à ses pouvoirs, stoppera celui de ses semblables, permettant à Aiwaz de faire fusionner les 6 êtres, créant une entité supérieure immense. Alors, cette dernière, suivant la volonté d'Aleister, se transformera en une immense tour. Les monstres invoqués feront leur début en 2017 dans les exécuteurs fusion. D'ailleurs, tous seront également des fusions. Pour la grande majorité, ils auront comme matériel un monstre d'un attribut spécifique, ainsi que notre cher Aleister, qui en plus d'avoir un artwork alternatif depuis peu, possède également une version lien. Les deux permettent de récupérer la magie invocation, la première carte du TCG donnant la possibilité d'utiliser le cimetière adverse pour une invocation fusion. Même si c'est vrai, la fusion fossile le faisait déjà dans les Tag Force, mais elle n'est sortie qu'après dans la vraie vie. D'ailleurs, Aleister sera joué dans de nombreux decks méta pouvant lui dédier leur invocation normale comme le traditionnel Dogma Shadow Invoked. À ce sujet, il aura également le droit à son apparition dans le manga OCG Structures, mais nous verrons ça dans le 11e épisode de Manga Story. Revenons donc à nos invoqués. Niveau référence, elles semblent très diverses car tournant autour de nombreux mythes et religions. Pour l'eau, nous avons Cocyte, le nom du fleuve des enfers grecs
lac alimenté par les larmes des défunts. Pour le feu Purgatorio, cela semble être une référence au purgatoire de l'enfer chrétienne énoncé dans la Divine Comédie de Dante. D'ailleurs, ce dernier est divisé en 3 parties distinctes, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a 3 monstres. Attends, mais Dante, ça me rappelle un archétype, ça? Et oui, Abyssardon fait également référence à la Divine Comédie. Pour le vent Raijin, le dieu démon du tonnerre du folklore japonais que nous connaissons bien plus sous le nom de Raiden. Pour la terre Magellanica, il représente le nom d'un continent imaginaire qui a longtemps été recherché par les explorateurs des 7 mers. Pour la lumière, Mekaba, un terme utilisé par Ézéchiel dans la religion hébraïque désignant un char divin. Puis pour la version ténèbres, il s'agit là d'un personnage historique, l'empereur romain Caligula, connu pour sa grande cruauté. Ensuite pour Ogoides, plus besoin d'attributs spécifiques mais d'un simple monstre fusion. Son nom semble être un mot obscur inventé par Aleister Crowley lui-même désignant un corps lumineux en contact avec la planète. Ce qui pourrait nous faire penser au visuel de la toute dernière fusion qui elle n'a plus besoin d'Aleister mais d'un invoqué et d'un monstre de l'extra deck. Elysium est l'appellation latine des Champs-Élysées. Non, pas cela bien évidemment, mais plutôt ceux du royaume des morts grecs où reposent les héros. Attends, mais t'aurais pas zappé cette version d'Aleister? La nouvelle tour commençait à faire parler d'elle aux alentours. En son sein se trouvait Aleister piégé par l'artefact de verre au milieu du couloir des étoiles. Il avait placé toutes ses connaissances magiques à l'intérieur de 2 librairies, celle d'Héliosphère avec la magie blanche basique et celle du croissant tournée vers la magie noire bien plus dangereuse. Son savoir y était donc rangé dans de nombreux livres magiques non physiques, mais qui, comme le sien, pouvait être mis à jour à l'aide des artefacts de verre. Alors, ayant la possibilité de communiquer avec l'extérieur, il recrutera des magiciens de tout niveau, contrairement à son ancienne école, auquel il confiera à chacun un artefact afin qu'ils aient tous accès à ses livres. Très vite, certains se démarqueront, ainsi Hiérophante et l'impératrice deviendront les administrateurs de la tour, assistés par l'empereur siégeant à leur côté, et accorderont ou non l'accès à certains livres plus dangereux. Le magicien Battler, lui, n'avait aucune restriction car il était devenu le gestionnaire des 2 librairies, au vu de ses nombreuses connaissances sur les emplacements de chaque livre. Malheureusement, le roi Endymion aura eu vent du succès de la tour et de ses adeptes, mais en désaccord complet avec leurs principes, il décidera de la faire raser. Alors les magiciens se protégeront grâce au pouvoir des livres magiques. Mais les attaques de l'armée ennemie étaient bien supérieures, ce qui poussera les magiciens en ayant les droits d'user de la puissance des livres de la librairie du Croissant. Cependant, à chaque fois leur magie sera renvoyée. Pendant ce temps, Matt, un adepte avec beaucoup de potentiel qui passait ses journées à flâner au lieu de s'instruire, commencera à se remettre en question et ira consulter en urgence un livre contenu dans la librairie du Croissant. Mais les pouvoirs bien trop puissants pour lui le feront sombrer dans les ténèbres comme Aleister auparavant. Alors il se mit à attaquer tout le monde sans distinction, provoquant de nombreuses morts, poussant Endymion à se replier. Au vu de l'urgence, les administrateurs de la tour useront du pouvoir de la pierre d'origine afin de lui enlever toute once de magie noire, ce qui le transformera en un être capable de maîtriser le pouvoir des éléments. Désormais, bien que la tour ait perdu la majorité de ses adeptes, plus personne ne souhaitera l'attaquer, car la puissance de ce nouveau magicien sera crainte au travers du monde. Et oui, comme beaucoup d'autres monstres, celui-ci fait partie de l'archétype prophétie, car en japonais c'est simplement le mot que l'on pourrait traduire par magique qui a été retenu. Mais nous nous concentrerons simplement sur ceux qui sont, comme lui, liés à des cartes d'un tout autre archétype. Ils sont sortis pour la première fois en 2012 dans le Retour du Dueliste. Ce sont des magiciens qui se serviront de nombreuses cartes livres de magie, des cartes magie faisant également leur début dans cette même extension, et qui offrent un gros support aux monstres magiciens. D'ailleurs, pour les mêmes raisons que prophétie, d'anciennes
anciennes cartes ont dû être renommées avec ce nom. Quelques-unes de ces dernières, ainsi que tous les monstres sauf Crowley, représentent les 22 arcanes majeures du jeu de tarot de Marseille. D'ailleurs, Toonbiron Orica s'est amusé à reproduire tout un jeu de cartes à leur image, ainsi que de nombreux monstres de l'univers du TCG transformés en arcanes mineures. Pour les curieux, je vous mets tous les liens concernant ce magnifique projet en description, et quelques jeux seront à gagner, mais j'en reparle en fin de vidéo. Je pense que Sartorius et ses forces arcanes auraient été très intéressés. Ah, il y a des chances. Ensuite, pour les autres livres de magie, il faudra se tourner une nouvelle fois vers leur nom d'origine en japonais pour mieux comprendre leurs diverses références, plus tournés vers des livres mystiques, donc forcément censurés. Mais je ne m'étalerai pas trop sur cette partie car je leur ai consacré tout un épisode dont je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Bon, par contre, maintenant il va réellement falloir que tu nous expliques comment Endymion est arrivé à les attaquer. Après que l'Académie Magistus ait été emportée par les flammes, Endymion tentera de sauver un maximum de livres en les stockant dans une nouvelle bibliothèque grâce au pouvoir de sa pierre magique. Puis Artémis lui fera remarquer que la puissance de cet objet est immense. Alors il demandera à Riona de lui en confectionner énormément de copies. Par la suite, il construira une toute nouvelle cité magique qu'il baptisera de son nom basé sur les cendres de Magistus, dont il en sera le roi autoproclamé et choisira Artémis qui l'avait aidé comme reine. Désormais, elle se fera appeler Sélène. Ensuite, il se servira des nombreuses pierres afin d'attribuer des pouvoirs à ceux qu'il estime méritants et de confiance, afin de contrôler la magie qu'il juge bien trop dangereuse pour le commun des mortels. Cependant, ayant eu vent d'une mystérieuse tour qui s'était élevée non loin permettant à tous d'apprendre et de pratiquer la magie, il ne pourra pas laisser faire cela et décidera de lancer une grande offensive. Malheureusement pour lui, les adeptes de cet établissement le surpasseront en tout point et il subira une humiliante défaite. Alors, non content de sa prestation, il deviendra furieux et voudra détruire toutes les pierres. Cependant, en faisant cela, il libérera une puissance magique encore jamais explorée jusqu'à présent, le transformant en un être bien plus puissant. Il l'utilisera alors sur Sélène qui désormais aura un corps physique, mais choisira de masquer son visage pour qu'il soit toujours le seul à pouvoir le voir. Ensuite, il libérera cette magie à bon nombre de ses fidèles et commencera à se reconstituer une armée très puissante. Bien que sorti pour la première fois en 2009 dans le deck de structure L'Ordre des Magiciens, cet archétype s'est réellement développé 10 ans plus tard dans sa version améliorée, la Confrérie des Magiciens. Il utilisera une mécanique apparue dans Magician's Force et Sombre Révélation en France, les compteurs magie, qui s'obtiennent de diverses manières, mais la plus connue étant qu'à chaque fois qu'une carte magie est activée, eh bien certaines cartes ont la possibilité de placer ce type de compteur sur elle. Puis ensuite, de nombreux effets s'en serviront, notamment comme coup d'activation. Aussi, l'archétype est également constitué de nombreux monstres pendules, permettant d'ajouter de nombreux compteurs en plus, puisque quand on les active en zone pendule, eh bien c'est une activation de carte magie. Et ensuite, ils pourront s'invoquer spécialement au prix de quelques-uns de ces compteurs, et d'ailleurs, si certains sont détruits en zone monstre, ils pourront alors passer dans la zone pendule pour faire perdurer le cycle. Bien sûr, notre célèbre roi a également eu droit à sa version pendule, qui, sauf erreur, possède actuellement l'effet le plus long toutes cartes confondues. Ce qui semble également désespérer Yugimuto 91. Dans la mythologie grecque, Endymion est aussi connu pour avoir eu Sélénée, la déesse de la lune, comme amante, avec qui il aurait eu pas moins d'une cinquantaine d'enfants. Oui, quand même. Attends, mais tout à l'heure, t'as pas dit que c'était Artémis, la déesse lunaire? Si, mais effectivement c'était inexact, car en fait elles sont 3 au total à se partager ce rôle. Artémis représente le croissant, Sélénée la pleine lune et Hécate la nouvelle lune, ce qui pourrait expliquer pourquoi Reflet d'Endymion a le visage caché. Ensuite, pour compléter l'archétype, il existe également ces 4 monstres, mais je doute qu'il y ait beaucoup de références à relever. Sur cette dernière, je pense qu'il y a des trucs à dire. Bon, d'accord, mais avant il reste un autre archétype très lié à Endymion.
Non loin de la cité d'Endymion se trouvent les terribles secrets que son roi avait toujours décidé de cacher à ses habitants. Lorsque les pierres de Riona ont été réceptionnées par le passé, alchimistes aidés de canalisateurs étaient chargés d'y enfermer l'esprit d'êtres vivants afin qu'elles obtiennent un pouvoir comme celle d'origine. Puis, au fil du temps, dans les laboratoires, de nouvelles expérimentations seront faites sur des animaux. Bien que cela semblait très prometteur, un jour, un incident surviendra, créant une bête mythique. Endymion s'en servira donc lors de son assaut contre la tour. Mais après avoir découvert la puissance réelle des pierres, il voudra également la faire appliquer sur d'autres animaux. Ainsi, Magister fera du laboratoire un institut où seront créés de toutes nouvelles bêtes. Puis, un magicien les assemblera à d'autres animaux divers pour créer des créatures d'autant plus puissantes. Alors, il tentera d'améliorer la toute première bête, ce qui fonctionnera si bien que cette dernière usera de ses nouveaux pouvoirs pour renforcer la puissance d'un chacal. En revanche, lorsque la servante d'Endymion aura eu vent de toutes ces expériences horribles, elle prendra la lourde décision de quitter la citadelle qui lui attend d'apporter. La toute première bête mythique est sortie dans le deck de structure Jugement des magiciens en 2006. C'est un monstre classique utilisant comme Endymion le principe des compteurs magiques. Cerbère prend ses origines, vous l'aurez deviné, dans la créature mythologique du même nom, le chien qui garde les enfers grecs. Pourtant, au vu de son apparence ici, il s'agit plus d'une chimère. Ah oui, comme cette bête mythique? Alors, oui, mais non. Elle et Gazelle ne sont pas des bêtes mythiques, c'est une simple erreur de traduction, car en OCG, elles font partie de l'archétype que nous connaissons chez nous sous le nom de bêtes fantômes. D'ailleurs, cela sera indiqué sur la carte par la suite. Bref, c'est à partir de 2018 dans Force Extrême que cet archétype se développera entièrement avec des monstres pendules. Et en plus des compteurs magie, leur gimmick sera que s'ils sont seuls dans une zone pendule, alors on peut les détruire pour activer un effet. La toute première bête aura donc son amélioration Maître Cerbère, mais sans la tête de chacal qui aura sa propre carte suivie d'une évolution, le roi chacal. Ensuite, nous pourrons retrouver la tête de chacal à la manière de Cerbère sur d'autres cartes en référence à des créatures mythiques transformées en une sorte de chimère. Basilisque pour le légendaire Basilic popularisé dans Harry Potter, mais contrairement à celui de cette licence, il est parfois représenté comme un mélange de serpent et de coq au regard mortel. Méduse probablement en rapport avec la célèbre gorgone Médusa aux cheveux de serpent dont le regard transforme en pierre, et pour Garuda, c'est simplement un être mi-homme, mi-aigle considéré comme le roi des oiseaux dans l'hindouisme. Tiens, d'ailleurs, dans mes souvenirs, Fullmetal Alchemist parlait également d'une chimère artisanale composée de... En parlant d'artisanat, tout à l'heure tu me parlais de servante d'Endymion, voyons voir ce qu'elle est devenue. À la suite de son départ de Majestus, Riona s'installera dans une petite ville commerciale non loin où elle y établira un commerce artisanal. Ses anciens camarades Endymion et Crowley lui achèteront alors de nombreuses copies de ses artefacts. Les affaires étant fructueuses et les pouvoirs de Ninaroru commençant à disparaître, elle recrutera de nouvelles artisanes, chacune spécialisée dans un domaine bien particulier, et leur apprendra tous les secrets de la création, jusqu'au jour où elle rajeunira, tel était le prix à payer pour avoir hébergé les pouvoirs d'une déesse en elle. À compter de ce jour, Madame Vert sera son nouveau nom afin de rappeler à chacun que son âge n'est pas celui qui semble être. C'est donc désormais grâce à la grande coopération de chacune de ces artisanes sorcières qu'elles parviendront à créer de nombreux objets magiques comme le légendaire pendentif noir, leur permettant de commercer énormément avec la citadelle d'Endymion. Mais un jour, alors que les sorcières contemplaient un vieux tableau à l'image de leur patronne lorsque ses pouvoirs étaient encore immenses, la servante d'Endymion arrivera toute bouleversée. Les artisanes iront donc réveiller Madame Vert, leur supérieure qui semblait bien loin de l'image du tableau. Après avoir pris connaissance des secrets d'Endymion,
dont cette dernière fera de la servante génie une toute nouvelle artisane qui aura désormais pour mission de réguler la production de pierres magiques. Non content de cela, les sorcières apprirent qu'Endymion souhaitait les attaquer. Alors, Madame Vert tentera avec les deux autres artisanes, malgré les risques, d'invoquer Nina Roro en utilisant le même rituel qui appelait Varam à l'époque, mais cette fois en se servant d'un être créé d'argile à la place de Zoroa. Alors, à la surprise générale, cela semblera fonctionner. Idumanti l'habillera donc à l'image du tableau et la divinité prendra vie en un golem gigantesque. Désormais, toutes semblaient être prêtes à faire face à l'ennemi. Les artisanes sorcières sont des monstres magiciens sortis pour la première fois en 2019 dans le booster Chasseur de l'Infini. La plupart d'entre elles ont un effet rapide qui va s'activer en défaussant une carte magie quelconque, et quelques-unes vont également se sacrifier pour invoquer une autre artisane sorcière depuis le deck. Leur nom est une référence à divers métiers ou matières de l'artisanat au travers de plusieurs mots européens. En allemand, Edel signifie précieux, se rapprochant forcément de pierres précieuses ou de bijoux. Schmidt se traduit par forgeron. Ensuite, en italien, pittore signifie peintre et indumenti veut dire vêtements. À savoir qu'en version originale et en anglais, il s'agit plutôt du mot roumain eine ayant la même signification. C'est vrai, mais bon, au moins ils n'ont pas modifié la langue des mots déjà français comme verre, poterie et génie. Oui, enfin, vu l'orthographe du dernier, c'était pas obligatoire non plus. Sans doute une très bonne tacitique de la part de Konami. Ensuite, Golem Haruru a deux références. D'une part, le golem, un être géant du judaïsme fait d'argile, et Haruru, un autre nom de la déesse sumérienne de la terre Ninursag vu précédemment. Et pour finir, la toute dernière en date qui n'est même pas encore sortie chez nous, Vismettre, la première fusion de l'archétype semblant être une version d'Idumentis surboostée, permettant d'activer un effet rapide conséquent chaque fois que celui d'une magie ou d'un magicien non-fusion sera utilisé. D'ailleurs, en parlant de fusion, ça commence à en faire plusieurs qu'on n'a pas encore vu dans le lore. Endymion, se trouvant en pénurie de pierres magiques, souhaitera s'en prendre au commerce de son ancienne amie Riona qui ne cesse de gagner en popularité. Mais avant, il voudra prendre sa revanche face à la tour et emmènera ses troupes les exterminer jusqu'au dernier. Puis il confiera à ses bêtes mythiques le soin de démanteler l'édifice. Ensuite, il se dirigera vers le village des artisanes, alors une guerre éclatera entre les deux clans. Mais malgré la force du golem, les sorcières ne pourront rien faire face à la suprématie d'Endymion. Les artisanes restantes n'auront donc d'autre choix que de se replier dans la boutique de leur défunte chef. Et alors que chacune se trouvait confuse, une lettre magique de cette dernière apparut, où Madame Vert leur avouera clairement qu'elle n'était pas certaine que le golem suffise. Donc si malheur devait arriver, c'est Indumenti qui sera chargé de prendre sa place afin de réaliser son plan de dernier recours, libérer l'esprit des deux artefacts de verre d'origine, ce qu'elles feront sans attendre. Alors un bruit sourd tel un tremblement de terre retentira. C'était Alester qui semblait avoir fusionné avec la tour elle-même, détruisant tous ceux qui se dresseront sur son chemin. Endymion, désemparé par l'arrivée de ce redoutable adversaire, verra de nombreuses flammes sortir de son artefact. Puis un immense feu l'immolera, laissant pour veuve la mère de son futur fils. Mais au milieu de cet embrasement apparaîtra une silhouette bien familière, celle du disparu Zoroa. Ce dernier comprendra rapidement qu'il avait été manipulé par Varam et que cette entité a également corrompu Alester au fil du temps, ainsi que tous ceux qui auraient essayé d'user de son pouvoir. Alors, ils se lanceront dans un affrontement titanesque dont très peu connaîtront l'issue. Pendant ce temps, de nombreux habitants de la citadelle fuiront ce lieu en s'exilant dans un village secret caché du roi magicien. Là-bas, ils seront libres de croire en d'autres divinités, dont même une Artémis bien différente, guidant l'ensemble des magiciens vers un avenir prometteur.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si d'autres versions du lore vous intéressent, Duocards et Athemia ont déjà fait des vidéos sur le sujet, ainsi que la chaîne des barons qui se sont intéressés aux artisanes, je vous mets donc tout ça en description. Ensuite, comme annoncé dans cet épisode, pour la première fois, un concours sera organisé. Ayant très apprécié le travail de Toon Byron sur le jeu de tarot version Yu-Gi-Oh, je les ai contactés et ils m'ont autorisé à me servir de leurs images comme je le souhaite dès lors que je ne les revends pas. Donc pour fêter ce 30e épisode et également vous remercier de tout votre énorme soutien qui a permis à la chaîne de passer le cap des 2000 abonnés, j'ai fait imprimer 3 exemplaires du jeu afin de vous les faire gagner. Un sur YouTube où il faudra bien évidemment être abonné puis me faire un petit commentaire sous cette vidéo en m'indiquant que vous participez et en me précisant quelle a été votre vidéo préférée de la chaîne. Puis un autre sera à gagner sur mon compte Instagram et un dernier sur mon Twitter, dans des posts qui sortiront 30 minutes après la sortie de cette vidéo. Vous aurez donc jusqu'au 24 décembre à midi pour participer afin que je puisse donner le nom des gagnants le 25 décembre. Donc merci à Toon Byron. Et pendant qu'on est sur les remerciements, un très grand merci à Clément Richard, un graphiste d'exception qui s'est occupé de yugiser ses couvertures d'Harry Potter pour de magnifiques transitions. Donc pour les curieux, je vous mets tous ces liens en description. Et pour finir, un grand merci à Yori qui a accepté de participer. Entre ses vidéos Rolling, Trivia, son sous-titrage de Vrains ou encore le site Yugi News qu'il tient un jour très régulièrement, je pense que je n'ai pas besoin de plus vous le présenter. Foncez donc voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous mettrai ici une de ses vidéos Rolling sur Magistus et là, comme promis, l'épisode sur Prophétie. Allez, ciao! N'empêche que je comprends toujours pas pourquoi Typhon n'annule pas les faits. Mais tu vas lire ce putain de rulebook ?